sais ce qui me manque le plus pendant le confinement? Je sais pas, les restos. Mais non, ce qui me manque c'est les escapades éducatives, ce qui me manque c'est la liberté de m'instruire en découvrant de nouveaux lieux, de nouveaux paysages. Ce qui me manque c'est les journées passées à serpenter dans les galeries de musées passionnants et à observer des œuvres magnifiques. Ce qui me manque c'est la vie culturelle en fait. Et toi? Moi, ce qui me manque, c'est la vie il y a 2 minutes, quand t'avais pas encore commencé à parler. Ah, le Louvre. Avec une surface d'exposition de près de 73 000 m² et pas moins de 10 millions de visiteurs par an, il est à la fois le plus grand musée d'art et d'antiquité au monde et le musée le plus visité de la planète. Avec un tel palmarès, il m'était tout bonnement impossible de faire une série de vidéos sur Paris sans parler de ce monument emblématique de la capitale. Si. Quoi si? Bah si, c'était possible de pas parler du Louvre. Mais- Il suffisait de pas tourner cette vidéo. Mais c'est une image. Bon, passons. Nous, on va plutôt se mettre en route, car un voyage à la fois historique, fascinant et déroutant nous attend. Alors comme d'habitude, vous n'avez qu'une chose à faire, suivez le guide. Nous sommes en 1190. Le roi Philippe Auguste prépare son départ pour la troisième croisade. Cependant, avant de partir guerroyer, il ordonne la construction d'un mur d'enceinte autour de Paris afin de protéger la capitale. Problème, la muraille présente un point faible au niveau de sa jonction avec la Seine. Pour pallier cela, un château est construit à cet emplacement. Et c'est ainsi qu'est né le Louvre. Néanmoins, la création du musée tel que nous le connaissons aujourd'hui est encore bien loin. En effet, le Louvre est alors un château fort de 80 mètres de côté, entouré de fossés, protégé par des tours et dominé par un donjon faisant office de prison et de coffre-fort royal. Une véritable capsule de déconfiné. Une véritable forteresse de garnison. Le château remplit son rôle pendant de nombreuses décennies, jusqu'à ce qu'en 1364, le roi Charles V fasse transformer la forteresse en un véritable logement, sans pour autant que les futurs rois de France se décident à quitter les châteaux de la Loire. Cependant, après la guerre de 100 ans, le roi François Ier se dit que ce serait finalement pas si mal de s'installer à Paris, et décide donc en 1528 de faire du Louvre sa résidence principale. Malheureusement, coup dur pour François, en arrivant, il se rend compte que le Louvre, c'est pas forcément un château tout confort. Dès lors, il prend la décision drastique de faire raser la forteresse afin d'y reconstruire un château habitable digne de ce nom. Les travaux, d'une envergure considérable, battent leur plein jusqu'en 1660 pour une durée totale de 132 ans. Néanmoins, même si le château médiéval est remplacé par un autre plus moderne, il ne disparaît pas entièrement pour autant. En effet, il est aujourd'hui encore possible de remonter plus de 500 ans en arrière et de déambuler dans les anciens fossés de la forteresse, de contourner la base de son donjon et de longer 2 de ses 4 murailles. Par la suite, notre château nouvelle version connaît de nombreux travaux d'aménagement et d'agrandissement entrecoupés de périodes d'abandon. Au fil du temps, il en vient à perdre son statut de résidence royale, et même sa symbolique monarchique, si bien que lors de la chute du régime en 1789, celui-ci est épargné par les révolutionnaires. Mieux encore, il est l'objet d'un projet consistant à le transformer en musée. Les collections nationales s'étant grandement étoffées avec la Révolution, l'idée est adoptée et le musée du Louvre ouvre officiellement ses portes pour la toute première fois le 18 novembre 1793 sous le nom de Muséum central des arts de la République. Les collections présentées sont alors constituées d'environ 660 œuvres, un chiffre certes considérable à l'époque, mais qui paraît risible face aux 35 000 œuvres exposées aujourd'hui, 227 ans après sa création. Et quand je dis 35 000 œuvres exposées, j'insiste bien sur le mot « exposées », puisque les collections du Louvre sont en réalité composées de plus de 450 000 œuvres, dont la plupart sont gardées en réserve. Ouais, ça c'est de la collection. Ah bah ça change de tes cartes Pokémon. Alors, avec des collections regroupant un nombre si exubérant d'œuvres, il faut réussir à mettre en place une bonne organisation. Au Louvre, cela a été fait par la création de 8 départements, constitués pour chacun de 6 000 à 137 000 œuvres. Ça fait beaucoup quand même, non? Ouais, ça fait beaucoup. Et c'est pourquoi je vous propose de procéder par étapes. Et dans cet épisode, on va se concentrer sur les 2 plus anciens départements du musée, les 2 seuls qui existaient lors de son inauguration en 1793. Commençons d'abord avec le département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Composé de 10 salles formant 2 galeries à l'emplacement des anciens appartements royaux,
Il retrace environ un millénaire d'histoire à partir du IVe siècle avant notre ère et abrite notamment un grand nombre de sculptures. Parmi celles-ci, on retrouve l'impressionnante victoire de Samothrace, mesurant 5 mètres et pesant près de 30 tonnes. Il s'agit d'une représentation de Nike, la déesse personnifiant la victoire et à l'origine d'un célèbre équipementier sportif, posée sur un socle en forme de proue de navire. Commémorant une bataille remportée par les habitants de Rhodes sur la Syrie, elle est l'une des pièces majeures du département, mais sans pour autant en être la véritable star. Et oui, car si je vous dis Antiquité grecque, statue, pas de bras. Pas de chocolat. Découverte en 1820 sur l'île de Milos et confiée au Louvre l'année suivante, elle a fait sensation auprès de ses premiers observateurs. En effet, elle était la toute première statue provenant de Grèce à faire son entrée dans les collections du musée. Elle, c'est évidemment la Vénus de Milo. Haute de 2 mètres et sculptée dans le marbre, elle représente possiblement Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, entre autres. Attends, elle s'appelle la Vénus de Milo, mais elle représente Aphrodite? Oui, tout simplement parce qu'Aphrodite est le nom grec de la déesse et Vénus est son nom latin. Attends, comment ça elle représente possiblement Aphrodite / Vénus? Elle s'appelle la Vénus de Milo? Eh bien, figurez-vous qu'on ne peut pas être sûr qu'il s'agisse d'Aphrodite, puisque cette statue n'a pas d'attributs. Les attributs d'Aphrodite sont généralement le miroir, la pomme, la colombe ou encore le coquillage. Et là, il n'y en a pas. Donc on n'est pas sûr que ce soit elle. Mais bon, ça ne l'empêche pas d'être la sculpture la plus prisée et la plus médiatisée de ce département du musée. Cependant, bien que je trouve la Vénus de Milo superbe et passionnante, la déesse de l'amour n'a pas été mon coup de cœur. Non, mon coup de cœur, c'est la salle des Cariatides. Construite au milieu du XVIe siècle, elle tient son nom des 4 cariatides soutenant la tribune des musiciens. Mais c'est quoi une cariatide? Une cariatide, c'est une statue représentant une femme utilisée en remplacement d'un pilier ou d'une colonne afin de soutenir un entablement. Un entablement? Un entablement, c'est ça. Et donc, dans cette salle des cariatides, on retrouve une multitude de sculptures magnifiques. Parmi elles, le centaure âgé tourmenté par Eros, dieu de l'amour. Eros, c'est le nom latin, en grec c'est Cupidon. Le centaure marin enlevant un silène, l'un des compagnons du satyre éponyme, père adoptif de Dionysos. Un satyre, c'est un hybride mi-homme mi-bouc, comme Patrick Timsit dans Hercule. Et Dionysos, c'est le dieu du vin, de la fête et de la semence. Un bon poteau, quoi. L'enfant luttant avec une oie, allégorie de la lutte contre la maladie et les fièvres. Une oie, c'est... ouais, bon, on va pas abuser non plus, hein. Bon, on est d'accord, ça fait pas mal d'œuvres intéressantes. Ouais, mais il y a mieux, comme l'Apollon Sorocton par exemple. Oui, le célèbre dieu des arts, du chant, de la musique, de la poésie, de la beauté masculine, de la guérison, des purifications, de la lumière et du soleil. Ouais. Représenté en tant qu'adolescent, il est adossé à un arbre qui est en train de grimper un petit lézard. Trop mignon! Ouais, sauf qu'en fait, Sorocton ça veut dire tueur de lézards, et ça fait référence au combat d'Apollon contre Python, le dragon qui protégeait l'oracle de Delphes. Donc bon, pas si mignon que ça. Pour conclure notre voyage en Grèce antique, laissez-moi vous présenter mon œuvre favorite des collections que nous venons d'aborder. Artémis à la biche. Également appelée Diane de Versailles, elle représente la jumelle d'Apollon, déesse de la chasse et protectrice des animaux sauvages, Artémis pour les Grecs et Diane pour les Romains. Passant la plupart de son temps en forêt, accompagnée des chasseresses et des nymphes, elle protège vaillamment et farouchement le monde qu'elle considère comme le sien, le monde sauvage, à l'aide de son arc, de son carquois et de ses flèches en argent, ses attributs divins. Celle-ci, mise en scène en pleine marche, dominant la plupart des visiteurs du haut de ses 2 mètres, la main droite portée à son carquois en bandoulière pour saisir une flèche, et la main gauche posée sur les bois d'un petit cerf comme pour le protéger, trône fièrement au centre de la salle des Cariatides. Un emplacement idéal qui fait de la majestueuse Artémis à la biche un trésor de sculpture et la véritable perle rare du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Bien, nous allons désormais plonger au cœur du 2e département existant depuis la création du musée du Louvre, le département des peintures. Constitué d'environ 12 600 œuvres, il regroupe des tableaux allant du XIIIe siècle à 1848, année de la 3e Révolution française. Oui, il y a eu 3 révolutions françaises. Parmi ces collections, on retrouve de véritables chefs-d'œuvre, comme les Noces de Cana, le Radeau de la Méduse ou encore La Liberté guidant le peuple. Mais je ne vais pas m'éparpiller, et je vais plutôt me cantonner à une seule œuvre que vous ne connaissez probablement pas. En effet, la scène du massacre de la Saint-Barthélemy dans les appartements de la reine de Navarre, peinte par Fragonard, n'a a priori rien d'exceptionnel,
mais elle est pour moi une véritable aubaine de vous parler de cet épisode tragique de l'histoire de France. Et oui, cette fameuse vague d'assassinats des chefs protestants perpétrée à Paris par des catholiques pendant toute une nuit entre le 23 et le 24 août 1572. Toute une nuit? Pas vraiment. En effet, la boucherie s'est généralisée dans toute la capitale dans la journée du 24 et a continué pendant plusieurs jours, durant lesquels les nobles protestants étaient capturés, assassinés, dénudés, traînés et exhibés aux yeux de tous avant d'être jetés dans la Seine. Pire encore, l'hécatombe s'est étendue à une vingtaine de villes de province, telles qu'Orléans, Bordeaux ou Lyon, et s'est éternisée dans certaines d'entre elles jusqu'au 5 octobre 1572. Au total, c'est entre 10 000 et 30 000 protestants qui sont assassinés dans toute la France durant ces 43 jours de barbarie. Voilà un événement historique effroyable que représente très bien ce fameux tableau de Fragonard et qui clôture de manière dramatique notre virée au Louvre. Mais non, quand même, vous pensez tout de même pas que c'était fini? Allons, comment pourrait-on parler du département des peintures du Louvre sans évoquer la tête d'affiche du musée, sa star internationale, le tableau le plus connu au monde, la Joconde? Eh oui, mais je suis pas trop calé sur le sujet. Et comme je veux pas dire trop de bêtises sur ce mastodonte de la peinture, j'ai préféré faire appel à un spécialiste. Je vous laisse donc avec Patrologique, qui va vous présenter de manière habile cette œuvre magnifique. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Léonard et qui travaille chez Vinci. Pendant son temps libre, Léonard il invente des trucs. Le humain de centipède, le godemiché et le petit truc qui permet de retenir la porte quand tu l'ouvres trop fort. Il fait de la peinture aussi, il a même peint la scène. Pas celle-là, pas celle-là, celle-là. Pour la Joconde qu'il a aussi peinte, c'est un mec grave riche qui est venu le voir et qui lui a dit « Roya, tu vas faire le portrait de Mago, comme ça elle aura un max de likes sur Insta. » Léo il s'est dit qu'il fallait bien payer le loyer, alors il a dit « D'accord, faisons comme ça. » À la base le tableau il ressemblait à ça, maintenant il ressemble à ça. Le temps fait des ravages. Demandez à Bardot. La Joconde, c'est le tableau le plus célèbre et le plus cher du monde. Du coup, de petits malandrins l'ont subtilisé en 1911. Jusqu'à ce qu'on le retrouve, il fut remplacé aux yeux du public par une copie parfaite. Plein de secrets et de légendes se cachent derrière la Joconde. Qui était réellement la Joconde? Pourquoi souriait-elle comme cela? Le tableau volé a-t-il vraiment été retrouvé? Macron a-t-il une machine à UV chez lui? Au final, il n'y a que Léonard qui a les réponses. Ah, et la meuf du tableau, en fait, c'est Mona Lisa. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. Oh, attends. Quoi? Bah, et la phrase de conclusion? Quelle phrase de conclusion? Bah, tu sais, la phrase un peu poétique que tu mets toujours à la fin de tes vidéos, genre finalement, en arrivant au terme de notre visite des 2 départements historiques du Louvre, on est partagé entre la joie d'avoir découvert de splendides œuvres, la tristesse d'en avoir appris un peu plus sur les atrocités représentées par certaines d'entre elles, et l'impatience de découvrir le reste des collections de ce formidable musée. Bah voilà, c'est nickel comme phrase de conclusion ça. Et c'est la fin de ce troisième épisode de notre découverte de Paris dédié au Louvre. J'espère qu'il vous aura plu. On continuera notre exploration des départements du musée dans le prochain épisode. En attendant, pensez à liker, commenter et partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Nous on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator, à plus tard.